Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette émission. Je suis Sauvage, consacrée à l'abondance et j'ai la joie d'accueillir Frédéric Bernier. Je suis Marie-Laure. Dans cette existence, j'incarne de mon mieux l'amour et la paix au travers de différents vecteurs qui sont l'écriture, la musique, la danse, l'accompagnement en tant que thérapeute, chamane, conférencière. Je suis très heureuse de faire cette émission avec toi. Tu étais très attendue par mes amis. Je sais qu'il y en a qui étaient impatients. Est-ce que tu voudrais te présenter? Frédéric Bernier, je vais bientôt avoir 44 ans, 44 printemps. Je suis coach spécialisé en émergence des talents et en multipotentialité depuis bientôt 5 ans. Je suis également énergéticien holistique avec différentes pratiques depuis bientôt 4 ans. Et puis, je suis auteur, conférencier, consultant, formateur, différentes casquettes. Et il y en a une qui est importante, parce qu'on va l'évoquer un petit peu. Je suis chercheur indépendant en sciences et en métaphysique. Et donc, j'interviens parfois dans ce domaine-là et je suis en train de créer un institut de recherche dans ce domaine-là. Et j'adore quand on en parle. On saura quelques nouvelles. On n'a pas eu le temps avant l'émission. Donc, on avait déjà co-créé ensemble une conférence qui était la spiritualité comme chemin de résilience, donc, qui est disponible sur YouTube. Quelle serait, Fred, ta définition de sauvage, le fait d'être sage dans le sauvage? Comment toi tu vois ça? Alors, donc pour moi, le sage dans le sauvage, ça m'appelle à un équilibre, à une recherche d'équilibre entre la pulsion, les pulsions, et puis également la tempérance. C'est aussi l'équilibre entre le côté très réactif, très reptilien, et en même temps le côté plus sage, plus posé dans la réflexion, dans la maturation. Et puis un équilibre aussi entre l'émotion de colère qu'on peut vivre, surtout parfois en ce moment vu la période qu'on vit. Ça peut, en tout cas pour ma part, ça m'arrive régulièrement d'être agité. Je sais bien, c'est pour ça que tu as un exemple. Et donc, je suis en colère pour deux. Et puis la sérénité, voilà, pour moi, il y a vraiment cette dualité. Donc pour moi, la sauvagesse, ça parle d'une recherche d'équilibre. La voie du milieu. Et dans cet équilibre, ce qu'on évoque aussi souvent avec les invités dans cette émission, c'est de l'équilibre aussi entre l'enfant intérieur, son insouciance, c'est ce qu'on peut appeler, ce que tu peux évoquer dans les pulsions, cet élan de vie et la sagesse de la maturité de l'adulte, et donc la réunion de ces deux êtres en un. Ouais, c'est intéressant parce qu'effectivement, on associe souvent le mot sage à une personne âgée dans pas mal de civilisations d'ailleurs. Alors que effectivement, le côté sauvage, plus spontané, pourrait être associé à l'enfant qui n'a pas de filtre, qui est candide et puis qui y va, quoi. Ta vision de l'abondance. Alors, avant de donner une vision personnelle, moi j'aime bien, comme tu sais, j'ai animé pas mal de café philo à Nantes ces dernières années. J'aime bien aller voir les définitions officielles déjà. Et ce qu'on peut trouver comme définition classique, c'est que l'abondance, ça parle de grande quantité et d'une grande quantité supérieure aux besoins. Et donc, ça parle de ressources aussi. De ressources, mais on ne sait pas détailler, donc ça c'est intéressant, c'est exploratoire. Tout type de ressources qui sont effectivement supérieures aux besoins. Pour faire le lien avec la sauvagesse, je pense que la sauvagesse, ça permet d'impulser des actions et de créer l'abondance matérielle. Alors que la sagesse va transmuter en fait cette réalité physique, matérialiste, baryonique, si on prend les termes scientifiques, et puis en autre chose, en une autre richesse qui est plutôt une richesse de discernement. Je pense qu'il y a un mot important pour toi, de discernement, de justesse, de paix intérieure. Donc quelque chose de plus
plus subtil, invisible. Voilà, on va plus aller vers le monde vibratoire, ondulatoire et plus, plus spirituel. Donc, j'aurais tendance à relier le sauvage au faire et la sagesse à l'être. Bon, et en même temps, dans certaines circonstances, je me suis dit que les rôles s'inversaient, parce que je pense qu'il est tout à fait possible aussi de relier le sauvage à l'être, bien sûr. Donc, je proposerais bien une lecture aussi originale du mot abondance à travers le prisme du langage des oiseaux, que sûrement certains connaissent donc dans le monde de l'alchimie. Et donc, on peut lire dans abondance, vous l'aurez compris, le verbe abonder et puis la danse. Et donc pour moi, à cet endroit-là, abonder, ce serait abonder, c'est aussi quand on dit que j'abonde dans le sens de quelqu'un, de quelque chose, c'est un autre sens. Abonder ici, c'est le sens d'enrichir, non pas dans la matière quelque chose ou quelqu'un, mais plutôt enrichir les idées de l'autre. Bien abonder, je valide, mais aussi je nourris avec ma vision. Et donc, je donne encore plus de densité, plus de consistance à ce qu'on pourrait appeler des formes pensées. Et la danse, qui est la vie, qui est le mouvement, qui est la vitalité, l'impertinence, la fluidité. Et donc à cet endroit-là, je propose une définition poétique et je dirais que l'abondance, c'est un mouvement fluide qui vient enrichir notre vie sous toutes ses facettes. Un mouvement fluide qui vient enrichir notre vie sous toutes ses facettes. Oui. Et sûr aussi. Sur toutes ses facettes. D'accord. Dessus, dessous, partout. C'est pas comme ça. C'est quoi ta position préférée en abondance? C'est un peu ça. Écoute un peu ça. C'est bien, il y a le replay, donc évidemment, tous ces débordements ne restent qu'entre nous. Okay. Alors, quelle est ta définition? Ma définition, alors je parlerai plutôt de vision, mais oui, non, définition aussi. C'est pour moi un état d'esprit, vraiment un état d'esprit et notre capacité à percevoir et à ressentir de la gratitude pour ce qui est là dans l'instant. Et pour vous partager le clic qui a fait que cette émission voit le jour, enfin ce thème d'émission voit le jour sur l'abondance, c'est parce qu'il y a quelques semaines, je discutais avec un ami et voilà, on parlait d'abondance et il me dit, à mon grand étonnement, mais pour moi, tu incarnes l'abondance. Donc, j'étais très étonnée parce que c'est vrai que je m'exprime souvent dans les termes de dire que j'incarne l'amour. Je crois qu'on incarne tout ça, mais on en est conscient ou non. Donc, moi, j'ai conscience que je suis ici pour ça. Et donc, là, ça m'a un peu étonnée, ça m'a intriguée. Je me suis dit, bah, si ma manière de vivre ou ma manière d'être peut apporter cette réflexion, ça peut être intéressant effectivement alors de montrer ça dans une émission. Et j'en ai parlé à une autre amie en lui disant, ah ben oui, tu sais, c'est rigolo, tel ami m'a dit que voilà, selon lui, j'incarnais l'abondance. Et elle m'a dit, ah ben oui, vraiment, carrément pour moi aussi. Donc là, deuxième étonnement. Et j'ai trouvé intéressant en préparant cette émission, des heures durant, de demander à donc ces êtres, ces amis, d'aller un peu plus loin dans les raisons pour lesquelles ils voyaient ça en moi. Et je me suis rendu compte que leur vision était tout à fait en adéquation avec la mienne quant à ce qu'est l'abondance. Le premier ami qui m'a dit ça m'a répondu, quand je lui ai demandé de développer un peu, il m'a dit qu'il voyait ça en moi parce que c'est la façon, en fait il m'a dit, c'est la façon dont tu offres l'argent. C'est donner avec attention et c'est généreux. La façon de partager les recettes, donc je comprends par là les clés ou mes méthodes, est très réglo. Et pour moi, c'est un synonyme de respect et de connaissance de l'énergie. Et puis, tu investis dans ce que tu crois. Donc, si je le mentionne, ce n'est pas tant pour encenser quelque chose ou une manière d'être, mais c'est simplement pour mettre en lumière le fait que, ok, donc si on offre, si on est dans l'attention à l'autre, dans la générosité, dans le partage,
dans le respect et dans la connaissance que l'abondance est une énergie qu'on doit laisser circuler de manière équilibrée dans le donner et le recevoir, alors on va incarner l'abondance et on va pouvoir le vivre sur tous les plans. Je partage ce que l'autre amie m'a gentiment laissé en vocaux. Donc, elle a commencé par me dire, écoute, tu n'es pas pleine aux as. Donc, je confirme, je ne suis pas pleine aux as en termes d'argent. Je n'en manque point. Je n'en manque point. Et il t'arrive des super trucs parce que tu sais voir l'abondance. Elle me dit, par exemple, tu fais des demandes, tu as des envies, tu les exprimes. Tu dis, je vais avoir ça. Et effectivement, tu as ça. Ce sont des petites choses toutes bêtes, mais des petits clins d'œil répétés qui te permettent de te dire en toi-même que oui, mais c'est dingue quand même de pouvoir constater que ma pensée crée ma réalité et on l'abordera tout à l'heure. Elle continuait en disant que des gens ont cela, mais ils ne s'en rendent pas compte. La vraie abondance, c'est cela, selon elle et selon moi, puisque c'est vraiment en cohérence, en résonance. Donc la vraie abondance, c'est cela, c'est d'être connecté pour voir ce que l'on a, ce que l'on veut et tout ce qu'il faut et comprendre que l'on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Et toi, tu l'incarnes vraiment. Tu te réjouis de pas grand-chose, tu es dans l'instant présent, pas toujours, mais en tout cas, j'y travaille. Et c'est ça l'abondance, c'est un état d'esprit. Ça veut dire que quelqu'un qui a la même chose que toi, qui fait la même chose que toi dans sa journée, donc elle me détaille des choses que je peux faire dans ma journée, mais qui n'est pas dans cette extase de la vie, elle a les mêmes trucs, matériels ou pas, mais elle n'a pas le même état d'esprit. Donc elle peut passer à côté de l'abondance finalement chaque jour. Donc c'est le fait de s'en rendre compte qui fait l'abondance. Voilà, me dit-elle. Et voilà. Donc est-ce que je peux rebondir sur ce partage? Bien sûr, si tu veux, tu peux même utiliser le petit ballon derrière. Du coup, on garde pas au replay, du coup. Par rapport à ce que tu disais, alors deux choses. La première, c'est sur le premier partage. Quand tu disais, on parlait de fluidité, hein, et tu disais, tu parlais de justesse. Que effectivement, ce que reconnaissait le premier ami, le premier témoignage, c'est qu'en toi, effectivement, c'est cette capacité de façon respectueuse à vraiment insister sur la valeur des choses et que tu sais vraiment te donner les moyens lorsque tu as des projets qui tiennent à cœur. Et voilà, qu'il y a pour moi le donner et le recevoir. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est quelque chose que j'ai déjà abordé en conférence, c'est sur on sait bien, et je le vois régulièrement en coaching, c'est qu'avec mes clients, c'est que très peu de gens savent à la fois donner et recevoir. Souvent, il y a un déséquilibre. Souvent, les personnes savent plus donner que recevoir. Soit on est beaucoup plus dans le don jusqu'au sacrifice, et je me flagelle, etc. Puis il y a tout un son lot de croyances limitantes avec. Soit je vais être plutôt dans la cupidité ou dans la vampirisation énergétique, et du coup, je vais plutôt prendre, mais je vais garder pour moi et je vais pardonner. Bon. Et il y a peu de personnes qui savent équilibrer les deux. Et les personnes qui, justement, ont ce déséquilibre, sur la plupart des gens, ont des blocages. Et je trouve ça intéressant avec le fait qu'on a dit que, justement, lorsqu'il y a abondance, il y a fluidité. Ouais. Donc, si on a réussi un équilibre donner-recevoir, il y a de la fluidité. Donc, il y a de l'abondance. Donc, je trouve ça instructif dans le sens où la quête de l'équilibre donner-recevoir peut-être être un des chemins de l'abondance. Donc là, dans ce qu'on vient de dire, déjà pour un peu, parce que c'est déjà assez dense, dans ce qui est partagé à mon sens. Donc toi, dans ta définition, il y a vraiment l'idée de mouvement, donc de mouvement de fluidité. Il y a l'idée d'équilibre. Exactement. Et l'idée d'équilibre entre le donner et le recevoir, et l'état d'esprit et la vibration de gratitude dans l'instant présent. Que toi, tu as apporté. Exactement, oui, voilà, dans tout ce qu'on s'est dit, en fait, là, je dirais que si on ressort justement la quintessence de un petit peu ce premier partage, voilà ce qu'on pourrait déjà en dire. Le deuxième petit point, c'est par rapport au deuxième témoignage, c'est par rapport à ici, voilà, on est dans ton lieu de vie, de déploiement.
Et je sais les personnes qui Nous nous sommes regardent. en studio à New York. Oh, sorry. Oh, I'm so sorry. Ça m'a la jarre. En fait, voilà, à un moment donné, dans ton chemin de coach et de développement personnel, et tu en parles dans ton ouvrage Sauvage, et il y a eu cette quête d'épurer les choses, de faire le vide dans la matière, de te séparer de choses qui t'encombrent et de faire l'exercice de garder l'essentiel. Et c'est quelque chose qui est vraiment important et si je bien compris, qui est toujours important pour toi aujourd'hui, pleinement. Et ben moi, ça m'évoque le sujet de la vacuité en bouddhisme. Je ne suis pas en train de préparer le bon sur la suite, c'est vraiment un sujet que j'avais prévu dans l'abondance, c'est que la vacuité dans le bouddhisme, c'est savoir vider la jarre pour pouvoir la remplir. Donc, c'est faire le vide à l'intérieur de soi pour pouvoir ensuite accueillir autre chose. Bon. Et donc, je trouve que la démarche est intéressante et par rapport à ce qui t'est dit, ça me fait penser à ça. Et je pense que ta démarche d'avoir fait le vide dans la matière, ben, peut-être était aussi une voie d'abondance pour libérer ton esprit avec le feng shui, etc. Mais en tout cas, libérer ton esprit pour accueillir autre chose. Bien sûr. Et c'est effectivement pour accueillir l'abondance et le renouveau, parce que la vacuité, c'est accueillir autre chose, mais c'est accueillir le renouveau et qui est plus en accord vibratoirement parlant et matériellement parlant avec l'être que l'on est devenu aujourd'hui. Si je m'accroche sans cesse à ce que j'ai possédé dans le passé, à des choses qui ne résonnent plus avec qui je suis en train d'être, et bien là, je bloque aussi quelque chose. Donc, c'est vraiment important de laisser s'écouler, en fait, de laisser passer les événements, les choses, les gens, les objets, les peurs, enfin voilà. C'est comme une mue, en fait. Je trouve, ça me fait penser à une mue intérieure. Oui. Ouais. Alors, il y a aussi l'allégorie ou la comparaison, je ne sais pas quel est le terme le plus approprié, mais la comparaison avec le homard, qui, je ne sais pas si tu sais, mais pour croître, régulièrement, il va se coincer sous un rocher pour briser sa carapace. Oui. Et son corps pousse de nouveau, il refait une carapace et de nouveau, il est à l'étroit, donc il se remet sous un rocher et vient briser sa carapace. Et ça, sacrée transformation. C'est puissant. Et donc, dans notre environnement, c'est aussi ça, en fait. Et à un moment, c'est trop petit finalement, trop petit pour ma créativité. Il y a trop de choses dans ma tête, il y a trop de choses chez moi, donc je vide. Je clôt les cycles de mes projets, je vais au bout, mais pour pouvoir passer à autre chose. Donc ça, c'est aussi important dans cette idée d'équilibre. C'est aussi d'aller au bout des cycles. Pour moi, vraiment, clore les cycles, c'est hyper important parce que là, sinon, on bloque aussi quelque chose. Tout en gardant à l'esprit que parfois, bien souvent, le temps est notre ami, donc il n'y a pas de frénésie ou de précipitation à avoir pour clore les cycles. On peut rester dans cette sérénité. Et tu as aussi abordé la sérénité tout à l'heure dans les évocations que tu as fait. On en reparlera en fin d'émission et pour cause, ce sera important. Mais donc, voilà, d'être dans cette clôture de cycle en toute sérénité, c'est aussi important pour cette fluidité. La métaphore de homard me plaît parce que on n'a pas mis les mots, mais quand il se cache, qu'il brise sa carapace pour grandir et créer la nouvelle, pour moi, il est en fragilité. Et en fait, je trouve que la métaphore est chouette sur le fait de savoir parfois créer cette fragilité pour aller au bout de ses projets, quitte à se mettre en difficulté financière quand on a foi dans un projet qui nous tient à cœur. Et essayer de jauger, encore une fois, trouver l'équilibre entre le rêve et le risque. Donc, je trouve qu'il y a... je pense que c'est aussi un chemin, de ne pas sauter du pont tout de suite sans parachute. Enfin, voilà, essayer de trouver des étapes. Mais l'homme, il n'a pas le choix. A priori, en tout cas, il se donne ça. Mais après, peut-être qu'il ne fait pas un grand crack, tu vois, peut-être qu'il va fissurer un petit peu. Et dans la démarche aussi du homard et de la vulnérabilité que tu évoques, ça me fait aussi penser à cette phase de chaos
qu'on a pu peut-être ressentir plus pleinement au mois de décembre. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était assez puissant. Depuis le 12, exactement. Cette émergence de nos peurs, en fait, qui remonte, mais nous souvenir que c'est un cadeau. On a besoin d'être confronté à des expériences qui vont venir nous mettre dans l'inconfort pour pouvoir faire remonter ces peurs, mettre de la conscience sur ces peurs, mettre de l'amour. Exactement, en fait, ça vient craquer la carapace, et quand on est confronté à des épreuves douloureuses, difficiles ou des obstacles, c'est parce qu'il y a un cadeau à l'intérieur, mais ça demande de passer par cette phase d'inconfort pour agrandir notre zone de confort et en y incluant davantage de magie et y compris l'abondance en tout. Donc, sur les thématiques de l'abondance que l'on va évoquer, on a défini ensemble quatre thématiques. Donc, il va y avoir, on va aborder la question de l'argent. Évidemment, c'est ce à quoi on associe spontanément l'abondance, mais bien heureusement, ça ne se limite pas qu'à ça. On va aborder la thématique des relations, la thématique de l'amour et la thématique du temps, en l'occurrence du temps libre. Et on aura une approche sans doute plus large et différente de ce que peut être le temps libre. Donc, quant à l'argent, que pourrait-on dire? Alors, déjà, il y a ce sujet-là de la loi de l'attraction. Donc, j'invite les participants à lire ou relire le livre Le Secret, qui était aussi un film. Je n'ai pas vu, mais j'ai lu le livre. Et donc, Le Secret parle de cette loi d'attraction, puisque le secret, c'est justement cette loi d'attraction. Et donc, j'aime bien dire en coaching qu'on crée toujours deux fois, une première par la pensée et une deuxième dans la matière, la concrétisation. Il n'y a aucun édifice et aucun projet au monde qui naît sans la pensée antérieure. Donc, il y a une causalité évidente entre la pensée et la matérialisation de la pensée. Donc, pour moi, c'est presque logique de se dire que si on veut connaître l'abondance financière, il faut la penser. Et il y a plein de façons de le faire. Et il y a notamment en PNL, en programmation neurolinguistique, on a des outils. On a des outils notamment de visualisation. Et donc, on sait que quand une personne fait par exemple un tableau de vision, un vision board avec un collage de photos et des mots-clés, etc., et qu'elle l'affiche chez elle et qu'elle le regarde tous les jours et qu'elle se fixe à un objectif, etc., elle se donne beaucoup plus de chances de réussir que si elle ne le fait pas. Et cette loi d'attraction, elle nous rappelle que quand on demande quelque chose à l'univers, il faut être précis. Je suis en train d'écrire une nouvelle que j'ai quasiment finie là, pour un concours pour le Musée national d'histoire naturelle dans le monde de la science-fiction, et je parle d'immortalité et de jeunesse éternelle. Et l'anecdote est intéressante, c'est que dans la mythologie grecque, il y a un homme qui a demandé à un dieu l'immortalité, et le dieu s'est joué de lui parce qu'elle dit: t'es sûr, c'est ça que tu veux, c'est précisément ça que tu demandes? Donc il demande l'immortalité. Ok. Et donc l'homme jouit de l'immortalité, donc c'est plutôt une amortalité même. Et donc il continue à vivre, les décennies passent, et en fait son corps commence à flétrir. Et donc petit à petit, voilà, il commence à douter de son immortalité. Mais 100 ans, 110 ans, 120 ans, 200 ans, donc il ne meurt pas. Mais le problème, c'est que son corps, lui, vieillit. Et à un moment donné, le dieu revient à lui et lui dit: écoute, tu as oublié quelque chose, c'est que tu aurais dû demander l'immortalité et la jeunesse éternelle. Et je te les aurais offerts. Sauf que là, tu as vécu des décennies, voire des siècles d'horreur en train de une espèce de résurrection mortifère où il meurt, il renaît tout le temps, mais dans un cadavre vivant. Donc c'est horrible en fait, donc c'est l'enfer sur terre. Donc il croyait jouir d'un don extraordinaire, au lieu de ça, il s'est lui-même créé son propre enfer. Bon, donc soyons précis. Tu veux réagir? Ouais. J'allais dire soyons précis. Et je pense que ça nous invite vraiment à l'être. Ouais. En tout cas, ça ne nous donne pas envie de ne pas l'être. C'est ça. Et puis sur l'argent, tout à l'heure, je parlerai d'un petit cocktail perdant pour être sûr d'échouer
quand on a un projet financier. Donc, tout ce qu'il ne faut pas faire. Tout ce qu'il ne faut pas faire. Et après, je donnerai la méthode pour… Et quand tu évoques la pensée par rapport à la loi d'attraction, j'aime bien aussi préciser, donc même si l'invitation c'est d'aller voir le film, parce que là le thème c'est pas exactement la loi d'attraction, même si c'est incontournable pour nous créer et vivre une vie d'abondance, c'est de préciser que la pensée, elle sera matérialisée de manière beaucoup plus facilement si elle est accompagnée d'une vibration. Donc, c'est pas juste penser, c'est vraiment le vivre dans le corps, dans nos cellules et se comporter comme si on est déjà. Donc, quand on regarde notre tableau de visualisation, donc là, on ne voit pas, mais c'est vrai que moi, j'ai un petit tableau là qui reprend effectivement tous les projets que j'ai créés, mais qui sont partis d'une pensée. Pour me souvenir, quand je suis en difficulté ou en découragement dans un projet que je suis en train de mener à bien, ben, je regarde ce tableau et je me dis, OK, mais j'ai pensé ça, j'ai réussi à le faire, j'ai pensé ça, j'ai réussi à le faire. Quand je dis « je », c'est entouré voilà, de tous les êtres qui contribuent, de tout ce qu'on croise, etc. Et donc, c'est vraiment d'accompagner cette pensée d'une vibration, et en l'occurrence, à mon sens, d'une vibration de gratitude. Toujours une vibration de gratitude. Parce que si on vibre je veux attirer l'abondance, on envoie finalement un message de manque et l'univers nous maintient dans cette situation de manque. Là où, si je vibre la gratitude d'avoir déjà quelque chose dans le futur, eh bien, je suis dans la joie, dans la gratitude, dans le contentement, et l'univers va créer les situations pour me maintenir dans cet état. Ça, c'est la théorie, et effectivement, c'est toujours difficile d'être conscient de toutes nos pensées. On verra tout à l'heure les freins aussi à cette matérialisation de l'abondance. Mais donc, voilà, dans les freins, il va y avoir les émotions, le mental, l'ego, on pourra en reparler. Donc, ça demande un exercice, un entraînement de vibrer cette gratitude, mais c'est important pour être précis aussi. C'est vrai que tu parles souvent de gratitude et moi, j'y mettrais dans ce que tu décris le mot foi, encore une fois. Parce qu'effectivement, si on est uniquement dans la pensée, mais que ce n'est pas incarné par un vœu puissant et fidèle qu'on va nourrir, effectivement, ça ne fonctionne pas. Donc, en plus, ce qui est intéressant, c'est que ce que tu décrivais est en fait le processus de rétrocausalité qu'on peut étudier en métaphysique. Et quand tu disais effectivement que tu as de la gratitude pour le futur réalisé, tu crées un processus de rétrocausalité. Et en fait, tu invites le futur à te connecter à ton présent et le futur souhaitable. Et en faisant ça, tu crées en fait la mécanique de rétrocausalité, la mécanique de synchronicité. C'est-à-dire quand tu fais ça, en fait, tu provoques les synchronicités, tu te connectes au futur parmi toutes les dimensions possibles que tu souhaites, dans lequel tu vas vivre dans la matière ce projet. Ouais. Et c'est assez bluffant parce que quand on s'y entraîne, ça fonctionne régulièrement. Ouais, c'est très puissant. Je l'évoque dans Sauvage, on en avait parlé, puisque on peut dire que tu as été le premier correcteur de cet ouvrage. Et donc, tu avais particulièrement aimé aussi, je me souviens, cette comparaison avec un ciel de paillettes, en fait, où toutes les possibilités surtout existent déjà. Donc dans l'abondance, dans la non-abondance. Et en fait, en me visualisant dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, je vais aller choisir la paillette de celui ou celle que je veux devenir, de ce que je veux avoir créé, et pouvoir attirer effectivement toutes les étapes qui vont m'y mener. Donc la précision, la loi d'attraction par rapport à l'argent. Par rapport à l'argent aussi, en échangeant tout à l'heure, donc on ne va pas entrer dans les détails, mais il y a différentes manière aujourd'hui d'attirer l'argent. Il y a des formes d'investissement qui vont être ou non en accord avec une éthique. Et en ce qui me concerne, dans une intention que j'avais posée justement de pouvoir générer davantage de circulation d'argent dans ma vie,
mais j'ai constaté que l'univers m'a envoyé en fait une réponse, mais une proposition d'investissement, mais qui n'était pas en accord avec mon éthique. Et donc, je pense qu'on est aussi testé dans cette abondance entre la foi, notre alignement, pensée, parole, action. Est-ce que finalement, voilà, c'est l'argent sous toutes ses formes, et peu importe d'où ça vient, quoi ça contribue, et je prends, ou est-ce que je peux aussi encore être plus précis dans ma demande, comme on l'a évoqué là. Et donc, en l'occurrence, quand cette proposition d'investissement m'a été proposée et qui n'était pas en accord avec mon éthique, j'ai décliné. Et quelques jours après, l'univers m'a envoyé une autre proposition qui là était en accord avec mon éthique, un terrain sur lequel on se retrouve, toi et moi, et un autre individu qui sera avec nous en fin d'émission. Et je trouvais que c'était rigolo qu'on se retrouve tous dans ce choix d'investissement. Donc, pour celles et ceux qui potentiellement veulent d'autres informations, vous pouvez nous contacter, même si ce n'est pas l'objet premier de l'émission. Est-ce que tu voudrais qu'on passe au second thème? Oui. Oui. Les relations. Oh là là. Alors, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Donc, on a dit que l'abondance, c'est plus que ce dont on a besoin, dans la définition première. Hein. Oui, c'est supérieur aux besoins. Et donc, la supériorité, on peut l'associer au divin. Quand j'étais au lycée, en fait, je m'intéressais beaucoup à la théologie, en plus de la poésie, la philosophie. J'étais beaucoup dans les arts et les lettres. Dans les trucs en I. Dans les trucs en I. Et en fait, en théologie, je lisais et on me disait que le concept de Dieu était omniscient, omniprésent, et était en chaque chose et en chacun de nous. Bon, à l'époque, j'étais agnostique, on dit, donc c'est-à-dire que je ne disais pas que Dieu existait et je n'affirmais pas le contraire non plus. Bon, c'est open mind. Et en fait, une idée m'était venue de me dire, peut-être que si c'est vrai que si on fait ce postulat que Dieu est en chaque être humain, si d'aventure dans ma vie, je rencontrais énormément de monde, peut-être qu'en rencontrant chaque personne, je réunirais une espèce de puzzle qui est l'humanité, et qu'en réunissant ces pièces, je verrais peut-être le puzzle, la big picture, et peut-être le visage d'un Dieu bien réel, bien présent. Et cette métaphore assez candide, assez rigolote, bon, elle n'allait pas plus loin que ça pour moi, mais l'idée m'a plu. Et en fait, en devenant indépendant, en devenant entrepreneur, etc., j'ai travaillé dans la communication, le marketing, donc j'ai rencontré effectivement des milliers de personnes en 15-20 ans. Et je crois qu'il y a peut-être un tout petit peu de part de vérité, et que s'il y a un lien à faire entre l'abondance et les relations, c'est peut-être cette histoire de plus grand que soi et d'amour. Et donc, il y a quelque chose qui relève de cet amour divin auquel on peut se connecter dans l'abondance des relations. Cette humanité, en fait, elle est extrêmement riche, en fait. Et là, on n'est pas dans la richesse matérielle pour acheter des choses. On est dans la richesse de cœur, d'expérience de vie, de façon de voir le monde, d'appréhender les situations, de parcours aussi, de résilience. Donc, rencontrer énormément de monde, ça m'a permis de mettre de l'eau dans mon vin, de peut-être parfois être un peu plus modeste, et puis grandir, apprendre, m'améliorer. Et ça, c'est vraiment une abondance relationnelle qui permet ça. C'est la richesse intérieure et émotionnelle aussi. Et effectivement, je pense que dans cet état d'esprit de l'abondance et dans cette conscience du fait que tout ce dont j'ai besoin sera mis sur ma route et tout ce dont j'ai besoin est déjà là, ça veut dire qu'on peut considérer, par exemple, qu'aujourd'hui, les êtres réunis ici, en fait, vivent cette abondance. Ce qu'on est en train de dire vient nourrir un besoin que des êtres ont, donc que ce soit là ou en replay. Et ce qu'on a à se dire et à partager, tant énergétiquement qu'intellectuellement, émotionnellement, c'est aussi là en train de nous nourrir et ça n'a pas de prix. Et c'est aussi, je pense, à chacun de voir la beauté en chaque être qui est mis sur sa route
Et si parfois ce sont des relations ou des êtres qui n'éveillent pas spontanément en nous de la joie ou de l'amour, Qui viennent nous confronter. C'est aussi une relation cadeau qui vient mettre en lumière quelque chose chez nous qui a besoin d'être vu, pour ne pas dire guéri, mais en tout cas vu, puisque dès lors que c'est vu et conscientisé, ça peut être transmuté en lumière. Donc il y a aussi cette richesse du fait que l'autre est notre miroir et qu'on est aussi, comme tu disais, chacun une cellule d'un seul et même système. Et alors, j'avais une question parce que quand tu dis que tu t'es dit que possiblement ça pouvait être une vérité, au fur et à mesure des êtres que tu as rencontrés, tu as dit tout à l'heure que du coup ça pouvait être effectivement une vérité. Est-ce que tu veux préciser qu'est-ce qui pouvait être une vérité? Le fait que Dieu soit en chacun, est-ce que c'est quelque chose dont tu peux douter? Parce qu'en ce qui me concerne, donc de manière religieuse, mais effectivement tout ce que je vois de la matière, ça n'est que cette énergie d'amour qui vibre plus bas, entre guillemets, pour pouvoir expérimenter la matière. Donc, toi, quand tu dis que c'est possiblement une vérité, est-ce que tu veux préciser ce que tu entendais par là? À l'époque, comme je le disais tout à l'heure, j'étais dans quelque chose de très normatif, en fait. La théologie, quand même, ça reste normatif, avec ses dogmes, etc. Et c'est voilà, l'exploration des histoires religieuses. Mais on explore peu la spiritualité en théologie, pour moi. On explore les règles et les cultures. Et en fait, donc on était sur du divin. Moi, l'expérience que je fais depuis 6 ans maintenant, depuis que j'ai vécu ce que j'appelle cette crise de croissance spirituelle, il y a eu un avant et un après. Donc, moi, ce qui m'intéresse depuis 6 ans, c'est la notion de spiritualité. Le mot divin, le mot Dieu qui a des dizaines de synonymes que j'ai explorés, il y en a aucun qui me convient. Et finalement, pour moi, un principe de quelque chose de supérieur et qui nous relie tout et toute chose, et finalement, c'est le mot énergie aujourd'hui qui me parle. Donc, en fait, quand certains disent Dieu, moi, je dis énergie. Et quand je dis énergie, je pense amour aussi. Donc, pour moi, Einstein disait que l'énergie, c'est de la matière et la matière, c'est de l'énergie. On pourrait dire aussi que A égale MC2, quoi. A égale MC2, l'énergie, c'est l'amour. Et c'est vraiment la même chose. Et donc, s'il y a une vérité pour moi qui est personnelle, c'est qu'à chaque fois que je rencontre une nouvelle personne, je sais que je peux faire l'expérience de l'amour inconditionnel, à la fois dans le donner et dans le recevoir, dans la relation. Et que en plus, comme je suis capteur rationnel, je sais que par intrication quantique, de toute façon, on est connecté et que tout être humain est connecté à toute chose, vivant, non vivant, dans la matière, dans l'invisible. Donc, de toute façon, le lien est là, a toujours été là et sera toujours là, avec quiconque. Donc, c'est juste en fait une redécouverte, une reconnaissance de quelqu'un avec qui j'ai toujours été en lien. Donc, c'est-à-dire que ça t'a permis à ce moment-là, là où tu avais un positionnement neutre, oui. C'est comment il ne l'est plus. Donc, ça t'a éveillé à cette conscience de l'amour divin, si on peut dire. C'est ça? Ouais. C'est relationnel. Sans injonction, sans chercher à valider quoi que ce soit avec qui que ce soit. Juste un ressenti. Et c'est des expériences, c'est des émotions qui m'ont fait comprendre ça. L'amour et l'abondance. L'amour et l'abondance, quand on a préparé cette émission, ça m'a fait penser à quelque chose qu'on peut découvrir dans la religion chrétienne, qui est le sujet de la dilatation du cœur. Ce qu'on appelle la dilatation du cœur, c'est une sensation expérientielle que tu peux avoir lorsque tu es connecté en fait avec l'énergie du Christ, et tu peux avoir une sensation corporelle que ton cœur en fait grossit, se dilate et qui va exploser parce qu'il reçoit en fait un rayon de lumière blanc d'amour et que ça jaillit en fait et que tu es trop petit, c'est trop, ça explose en fait et c'est pas confortable du tout. Je l'ai vécu une fois
lorsque j'ai reçu en fait l'enseignement du Reiki. Pourtant, ce n'était pas un Reiki qui avait une coloration religieuse ou autre, mais j'ai vécu en fait cette expérience-là. Et ça a été vraiment impressionnant. Et donc, pour moi, c'était une expérience d'abondance, d'amour. Et j'avais vraiment l'impression que je recevais quelque chose que mon corps était incapable de canaliser. Et donc, j'ai tremblé tout mon corps, j'ai pleuré. Et en même temps, à ce moment-là précisément, moi qui fais des soins énergétiques, j'ai toujours ressenti des choses dans ma main droite, jamais dans ma main gauche. Et à ce moment-là, l'énergie est arrivée dans ma main gauche. Donc, quelque chose qui s'est passé quand même incroyable. Ouais. Donc, il y a eu cette expérience-là. Dans un autre registre qui est dans l'hindouisme avec le yoga Kundalini, la Kundalini, donc qui est l'énergie encore une fois, pour moi, l'abondance en fait d'amour, elle peut être vécue à travers en fait une montée de Kundalini. Pour moi, c'est une expérience, ça peut être vécu comme une expérience d'abondance, d'amour. Parce que pour le rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est que de ma compréhension, en fait, un éveil de Kundalini, donc si on prend le yoga Kundalini, donc on a énormément, on a des milliers en fait de centres énergétiques, mais on en aurait 7 principaux. Et donc, on utilise la métaphore des fleurs de lotus, et que quand à chacun des 7 centres énergétiques, chaque fleur s'ouvre avec une fluidité cyclique du bas vers le haut, et que du coup c'est ascensionnel. Et en fait, quand chaque chakra s'ouvre, l'énergie circule, et parfois, chez certaines personnes, elle peut ouvrir tous les chakras au même moment, et l'énergie monte. Et donc, on a en fait une expérience d'extase, voilà, et qui peut être des fois extrêmement bien vécue, comme un moment de grâce. Et en même temps, je connais des personnes qui l'ont très mal vécu, qui ont fait des décompensations, voilà, avec des interprétations de pathologies psychiatriques, etc. Alors que d'autres, peut-être mieux outillés, ont réussi à faire l'expérience et d'accueil et ont réussi à gérer cette situation émotionnellement, physiquement dans la matière. Pour moi, ce processus-là est une expérience d'abondance d'amour. Et puis, j'avais un autre clin d'œil sur un registre complètement différent. C'est que pour moi, abondance et amour, ça m'a fait penser à mes enfants. Ça m'a fait penser à la parentalité. Je suis papa de 2 enfants. Et en fait, je m'en veux régulièrement de ne pas être suffisamment bien. Des fois, je ne me trouve pas suffisamment bien. Des fois, je manque de patience. Ça m'arrive de me mettre en colère. Ah oui. Donc, de 3 enfants, ça m'arrive jamais. C'est ça, bien sûr, j'allais leur demander. Donc voilà, et en même temps, bon, il y a quand même voilà, je reçois quand même beaucoup de gratitude. Je suis quand même un papa relativement bon, mais c'est un chemin. Je pense que le sujet de l'abondance d'amour, il a sa place dans ma vie quand je suis en lien avec mes enfants et quand je fais de mon mieux pour jouer mon rôle de père, voilà, que je fais de mon mieux et que je suis loin d'être parfait. Tu parles de ton mieux dans chaque domaine. De plus en plus. Alors, de fait, ce que j'entends aussi dans l'amour et l'abondance, c'est l'amour de soi aussi. Vraiment l'amour de soi et l'indulgence aussi vis-à-vis de nous, et on reste humain au-delà de tout ce qui peut nous arriver, de toutes nos croyances. Dans les expériences que tu as évoquées, tant dans cet état de grâce, quand tu as eu cette dilatation du cœur au cours de cette expérience en Reiki, que dans la montée de Kundalini, ce sont aussi des expériences que j'ai vécues. Et c'est vrai que cet état de grâce, moi je le ressens vraiment comme des ascensions régulières. Je me dis, oh là, je suis en train d'ascensionner. Alors, souvent, c'est après une étape, j'ai vraiment cette sensation de, voilà, l'évolution, en fait, elle se fait plutôt comme ça. Moi, je vais faire comme ça. Donc, on monte pas comme ça, en fait. On va redescendre, monter, redescendre, monter, un peu comme des vagues.
Et donc, il y a des phases d'ascension qui sont vraiment très, très fortes. Et là, effectivement, je ne peux pas canaliser cette énergie d'amour et je n'ai qu'un besoin, c'est celui de partager, en fait. De partager, bah oui, de laisser ça se répondre. Et je dis effectivement, d'une manière proche de ce que tu disais, je dis effectivement à ce moment-là, c'est trop pour mon seul corps. C'est trop. Donc là, c'est les vannes sont ouvertes, les chakras sont ouverts aussi, et j'ai vraiment l'impression dans ces moments-là d'être un tuyau creux et que voilà, l'énergie entre la terre et le ciel circule et c'est voilà, ça déborde. Donc c'est souvent là où je pars dans des grandes villes en fait. Dans des grandes villes et où j'ai besoin de rencontrer des êtres pour partager cette lumière. Et quant à la montée de Kundalini, effectivement, la plus significative que j'ai vécue, pour moi, a été plutôt traumatisante parce que je n'avais aucune notion liée aux énergies, à la spiritualité, au développement personnel. J'étais à 1000 km de tout ça. Enfin, j'avais commencé à avoir une coach de vie, celle qui m'a fait une transmission par la suite. Mais voilà, j'étais toujours très éloignée de tout ce qui était méditation, astrologie. Enfin, ça, c'était surtout pour les autres, pas pour moi. J'étais très pragmatique, pas encore pragmatique. Et donc, effectivement, mon cerveau, ça allait au-delà de ses connaissances. Donc, tout de suite, il y a le mental, il y a plein d'alarmes qui se déclenchent et il y a des barrières, donc ça peut être moins fluide, moins fun. Mais on grandit de tout, donc c'est une expérience que je garde dans mon cœur parce que ça m'a beaucoup appris. Le quatrième thème, en quoi le temps est-il une des expressions de l'abondance? Le lien entre abondance et temps m'a fait penser à ma vision du temps libre. C'est un sujet que j'ai exploré. Déjà, il y a 2 ans, j'ai écrit un article là-dessus, important, qui est dans mon livre. Et en fait, j'ai fait le constat que pour les gens normaux, le temps libre, et je vais m'autoriser à être un peu sarcastique, c'est que si on prend par exemple une personne qui est salariée, qui travaille du lundi au vendredi et qui a une famille, des enfants, une maison, la piscine, le chien, la voiture, et puis qui va se réveiller le matin, va ou pas s'occuper de ses enfants, puis va aller au travail, puis va rentrer, puis va s'occuper ou pas de ses enfants, puis après va gérer ses paperasses, ses factures, ses machins, passer, j'espère, un temps en couple, et puis s'il est en couple, et puis voilà, on commence le lendemain, ok. Et puis le dimanche et le samedi, on va avoir le repas dominical avec la famille, la balade dans la campagne, et puis on va faire les courses, on va régler les factures, puis c'est déjà dimanche soir, donc la pizza du dimanche soir, et puis c'est reparti pour le lundi. Et on va avoir un petit peu de temps libre, peut-être quelques minutes, quelques heures ici et là dans la semaine, pour soi, et peut-être en couple ou avec des amis, finalement des miettes par rapport au temps global. Sachant que voilà, quand on voit le temps qu'on passe à dormir quand même, soit dit en passant, sur le temps de vie, et puis on va avoir ces sacrées saintes semaines de congés payés. Donc ça veut dire que sur plus de 50 semaines par an, on va en avoir 5 où on va être en congé payé, et donc quelques semaines où on va avoir du temps libre. Voilà. Donc on va être dans la consommation de divertissement, de voyage, de ceci, cela. Et l'année suivante, on recommence. Voilà. Puis on va faire ça pendant plusieurs décennies. Et puis après, on va être à la retraite. Puis à la retraite, on va être finalement retraité actif. Et puis on va peut-être recommencer finalement. On va continuer à travailler, etc. Voilà. Donc, ouais. Sans jugement, bien sûr. Non, sans jugement, mais je l'ai dit, je m'autorise à être sarcastique. Bon. Dans le documentaire qui est paru sur Arte il y a quelques années maintenant, qui s'appelait Le bonheur au travail, il y avait un monsieur qui était d'origine maghrébine, qui bossait dans des associations et qui était filmé dans sa bibliothèque. Il vivait des minima sociaux en France et qui était vraiment érudit et qui disait avec beaucoup de sarcasme, et qui disait: mais moi, ça ne m'intéresse pas de chercher une petite pépite d'or dans une montagne de merde. Cette métaphore, je la trouvais
drôle et percutante. Et pour moi, il y a un peu de ça. Et en fait, pour les gens, le temps libre, c'est le tout petit temps qui reste une fois qu'on a géré toutes les contraintes, toutes les contingences administratives et parentales et couple, etc. Ma vision du temps libre, elle est différente. Pour moi, le temps libre, c'est tout simplement avoir la liberté de choisir ce que je fais, avec qui je le fais, quand, où, comment, pourquoi. Je suis libre en fait. Okay. Donc, si je suis libre d'être salarié et d'être en couple et de passer mes week-ends en famille, etc., et faire des petites balades et la piscine, le chien et compagnie, et que c'est pleinement joyeux, je trouve ça vertueux. Je ne pense pas que ce soit la réalité de la plupart des gens. En revanche, si en fait je choisis peut-être une autre voie, la mienne, c'était la voie de l'indépendance, au niveau professionnel. Voilà. Si en fait ma semaine elle est construite avec, et chaque journée est construite de façon très originale avec des temps amicaux, des temps de couple, des temps avec les enfants, des temps où je vais être supervisé, des temps où je vais coacher, et que chaque journée ne se ressemble pas, et ben là, je suis dans mon temps libre. Et beaucoup de gens pensent, parce qu'ils voient mon agenda de psychopathe, que je suis un bourreau du travail. Parce que mon agenda, il est blindé sur 4 à 6 semaines, il est plein. Et donc, voilà, on me prête un comportement de travaillomane, de bourreau du travail, alors qu'en fait, lorsque ces mêmes personnes travaillent, par exemple, en pleine semaine, en pleine journée, peut-être que moi, ce jour-là, je suis en bord de mer, peut-être que j'écris, peut-être que je suis à Santorin, peut-être que je fais ça. Et puis quand eux, ils se reposent le dimanche, peut-être que je travaille, et je travaille peut-être même jusqu'à 1h du matin. Donc en fait, c'est une histoire de liberté, d'organisation. Donc pour moi, l'abondance et le temps, ça parle de ça. Ça parle de liberté, de liberté de temps de vie. Et ce que je voulais ajouter par rapport à ça, c'est que on n'a malheureusement pas suffisamment conscience lorsqu'on est salarié et qu'on travaille pour une entreprise qu'on est en train de faire une transaction de temps de vie. Et ça, c'est pas neutre. L'idée qu'une entreprise ait une vision et que les salariés adhèrent à la vision et que ce soit porté par un dirigeant, un leader congruent, pour moi, c'est hyper important. Et c'est suffisamment rare pour le souligner quand ça arrive. Quand on est salarié et que le travail qu'on fait n'a pas de sens et qu'on le fait pour payer ses factures, il y a un énorme problème de quête de sens et de sens de vie. Parce que là, en fait, on est en train d'offrir quelque chose d'extrêmement précieux, qui est notre temps libre. Tout à fait. Et il y a une petite phrase, alors je ne sais pas de qui elle me revient là, mais qui nous rappelle que si on sait combien on a d'argent sur notre compte en banque, on ne sait pas combien de temps on a à vivre dans cette vie. Donc c'est effectivement ce qu'on a de plus précieux. Et dans ce que tu évoques aussi du temps libre, ce qui me vient, c'est vraiment l'abondance, la richesse de pouvoir vivre chaque journée en étant aussi à l'écoute de soi. Ça veut dire qu'effectivement, on va pouvoir avoir programmé des rendez-vous. Donc, j'ai la chance, la richesse de mener une vie aussi comme ça aujourd'hui. Je m'en donne les moyens. Je trouve aussi des systèmes qui me permettent de le faire. J'essaie de faire preuve de discernement, comme on disait tout à l'heure, pour voilà, voir ce qui est toujours juste en fait dans ma manière de fonctionner. Je trouve des alternatives. Et d'ailleurs, en fait, j'ai fait il y a quelque temps une prière, donc il y a aussi la foi, où j'avais demandé de ne plus jamais être salarié. Je ne voulais plus jamais être ça. Et moi, j'avais une vision de comment ça pourrait se passer. Et en fait, les solutions qui m'ont été proposées à apporter, je ne les avais pas forcément évoquées. J'aurais pu aussi avoir des croyances limitantes qui m'auraient fait rejeter ces positionnements ou ces choix. Et finalement, j'ai accueilli ça, j'ai reçu et je reçois encore aujourd'hui. Parce que je pense que c'est vraiment du droit de chacun que de vivre une vie entière et des journées en étant à l'écoute de nous et en étant aussi dans l'accueil de tout ce que l'univers, notre âme finalement qui crée, va mettre sur notre route comme moyen, comme disposition pour répondre à nos besoins. Et peut-être que parfois, ce dont on va avoir besoin, c'est d'être dans une période de manque.
Mais ça aussi, ça peut être l'abondance finalement, cette période de manque, parce qu'elle va venir nous apprendre quelque chose. Et comme me disait un ami hier, il me disait, il faut parfois accepter de tout perdre pour tout gagner. Donc le fait de tout perdre, c'est aussi une forme d'abondance, ça nous offre la vacuité. Cette possibilité de pouvoir nous écouter et d'avoir le temps de le faire et d'organiser effectivement nos journées, notre vie, comme notre être au fond nous le réclame, c'est à mon sens vraiment la plus grande des richesses aujourd'hui. Et comme tu le disais aussi, effectivement, ça me paraît important de le rappeler, on peut être dans un autre schéma, celui du salariat, qui convient très bien à la plupart des êtres finalement, mais d'incarner ça aussi dans la joie et de nous rappeler que c'est un choix, je ne suis pas en train de subir quelque chose. Et quoi qu'il se passe dans mon existence, je ne peux jamais être victime. Donc je peux être dans l'inconfort et avoir des émotions qui me font dire que là, j'ai pas trop envie de vivre ça, mais nous souvenir que tout ce que l'on attire à nous, c'est un choix de notre âme au départ. Et toi, comment vis-tu alors l'abondance au quotidien? Comment ça se traduit dans ta vie? Pourquoi rendrais-tu grâce aujourd'hui, Fred? En toute honnêteté, pour moi, l'abondance, je la vis que trop partiellement. En fait, aujourd'hui, je ne suis pas satisfait. J'ai envie de plus d'abondance de temps libre, de plus d'abondance de relations, de plus d'abondance de joie, de plus d'abondance d'argent, de plus d'abondance de confort. Et en même temps, pourquoi est-ce que j'ai besoin de tout ça? Pourquoi créer cette énergie de manque? De quoi j'ai besoin finalement pour être heureux. Donc, moi, je suis un peu en ce moment tiraillée dans ces questionnements, cette dualité, ce questionnement entre le vice et la vertu autour de l'abondance. Et donc, j'ai des épisodes qui ne sont pas confortables, qui viennent questionner ça, et des projets qui me mettent en joie et qui viennent nourrir ça aussi dans la lumière. Donc, moi, je suis vraiment là c'est un vrai sujet. Je suis vraiment en travail là-dessus, sans rentrer dans les détails. Oui, merci pour ce partage et cette authenticité. En ce qui me concerne, je note que parfois, je vais aller chercher le plus, notamment dans les projets, parce que j'aime beaucoup partager, j'adore créer. J'ai compris que j'incarne l'amour, mais que j'ai vraiment envie d'être cette divinité qui vit dans mon corps et qui a besoin de créer, puisque c'est la fonction première. Et parfois, je me rappelle, non mais souviens-toi que ton abondance, c'est aussi justement cette part de vacuité qui te permet de te sentir en paix. Et aujourd'hui, je n'ai pas du tout envie de posséder davantage. Et le moindre objet qui rentre chez moi me questionne. Et questionner aussi avant de pouvoir franchir. J'ai eu la chance de rentrer habillée du coup. Ça. Tu remets tes chaussures, tu enlèves ton sac, tu laisses ça dedans. Voilà. Tu peux garder la chemise. Les lunettes, tu t'en passes. Et vraiment, je me souviens de ça, que ma richesse, c'est ma capacité à trouver la paix et la sérénité en moi. Et je sais aussi que quand je suis dans le plus, c'est OK pour moi. Le plus, c'est toujours OK pour moi, mais je n'ai pas besoin de le posséder. Et j'aime bien l'idée que, comme j'évoquais tout à l'heure, tout ce dont j'ai besoin va être mis sur ma route. C'est un mouvement, c'est une fluidité, c'est une énergie qui circule. Donc tout ce dont j'ai besoin va être mis sur ma route au moment où je vais en avoir besoin. Je n'ai pas besoin d'avoir des comptes en banque blindés, déjà ça ne m'intéresse pas. J'ai besoin d'un minimum pour me sentir en sécurité, c'est plus confortable, mais si un jour ça n'est pas là, je sais que je trouverai les ressources aussi. Et même si ça implique mes enfants, chacun trouvera les ressources dans n'importe quelle situation. Et plus je possède d'objets, de choses, d'être propriétaire, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ce sont des soucis supplémentaires, c'est de la paperasse supplémentaire et ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est cette vacuité, cet équilibre entre le je possède, ce dont j'ai besoin pour avoir une vie tout à fait confortable,
Et, et ce minimalisme est aussi pour moi aujourd'hui vraiment une richesse. Le fait d'avoir, ouais, oui, le fait de pouvoir me passer de beaucoup. Donc d'avoir conscience qu'à la fois cet argent c'est l'abondance, ces relations c'est l'abondance, et c'est même pour moi le propre du vivant de nous sentir en relation. Ce temps libre c'est l'abondance, cet amour c'est l'abondance, même si finalement je n'en ai pas besoin parce que je suis cela, mais évidemment ce lien est essentiel. Et l'abondance c'est aussi peut-être la capacité de comprendre que je peux aussi me passer de tout ça et être simplement. Me contenter du suffisant, je dirais. Ça rejoint des voies philosophiques anciennes, hein, des grands philosophes qui parlaient de ça, hein, notamment Spinoza, mais effectivement, ça me fait penser à mes enfants, qui parfois justement n'en ont jamais assez, et puis qui voient le verre à moitié vide, ce qui a tendance parfois à m'agacer, parce que moi j'ai plutôt tendance à voir le verre à moitié plein. Et souvent, je répète et je dis, mais en fait, si tu focalises ta pensée sur ce que tu n'as pas, tu seras malheureux toute ta vie. Si tu fais un choix différent et de jouir de tout ce que tu possèdes déjà, tu seras heureux toute ta vie. Donc, encore ça, un état d'esprit. Complètement. Ouais. Ça dépend les lunettes qu'on porte sur le monde. A-t-on le temps d'aborder, j'aimerais bien, oui, on a le temps d'aborder l'aspect énergétique et puis peut-être dans la foulée les freins aussi à cette abondance. C'est important, on a encore beaucoup de choses à partager, mais on a un petit peu de temps. Ok. Bien. L'approche énergétique et métaphysique, ouais. Alors, si on devait trouver un mot pour un antonyme à l'abondance, ce serait quoi? Je te pose la question. Quel serait le mot qui s'oppose à l'abondance? Le sentiment de manque. Ouais, pour moi, ça fait sens, le manque. Et autour du manque, pour aller encore plus loin que le manque, à l'extrême, moi, ça m'a fait penser au vide, ça m'a fait penser au néant, au vide et au rien, au néant. Et donc, en énergétique et en métaphysique, voilà, pour moi, ça m'amène au sujet du vide en physique quantique et en astrophysique. Bon. Aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, on sait que l'univers tout entier est composé, selon les discours, entre 80 et 99,99% de vide. Voilà. Pourtant, notre corps, nos sens nous font croire l'inverse. On a l'impression d'être dans un monde de matière. Pour moi, la matière, c'est en fait la dernière couche de l'énergie. C'est-à-dire qu'on peut imaginer une entité, une forme qui serait infiniment grande, et il y aurait une espèce de petit voile qui engloberait cette forme. Ce petit voile serait pour moi la matière. Donc, serait l'expression de l'énergie dans un état densifié, baryonique, particulière, matérialisé. Dans ce vide, les astrophysiciens observent des choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Ils ont trouvé une petite astuce ces dernières décennies, c'est quand ils ne comprennent pas quelque chose qu'ils observent, ils ajoutent le mot noir à ça. Donc, si tu ne comprends pas un truc en astrophysique, bah, tu dis que c'est de la matière noire, un trou noir, etc. etc. Et étonnamment, on aurait tendance à faire le postulat que dans ce noir obscur qu'on ne voit pas, qui est vide et qu'on ignore, eh bien, il y aurait la même quantité d'énergie et d'information, mais de l'autre côté.
de l'autre côté du miroir. Et plus la science avance et plus cette théorie est confirmée qu'effectivement, ça va très très loin, qu'effectivement, la source de l'énergie serait la matière noire, le vide. C'est-à-dire que ce qui serait à la racine de toute l'énergie et de toute la matière serait justement ce qu'on considère comme étant le vide. Sur le champ spirituel, sur le champ énergétique, on peut parler d'akasha, on peut parler d'éther, on parle de processus de vacuité dans le bouddhisme. L'éther, c'est quelque chose, c'est un élément qu'on considère à la fois dans des milieux spirituels, dans des milieux religieux, et puis aussi dans des milieux scientifiques. L'éther est aussi admis dans certains champs de recherche scientifiques. Et Albert Einstein lui-même avait intégré en fait la notion d'éther. Et il avait même avoué en off, paraît-il, à un journaliste plusieurs mois après la révélation de la théorie de la relativité générale et de la relativité restreinte, qu'il émettait des doutes sur ses propres équations parce qu'il avait omis d'intégrer l'éther. Bon. L'éther serait ce vide qui n'est pas vide. Donc là, ça me fait penser aux travaux de Nassim Haramein, qui travaille là-dessus. Ça me fait penser aussi aux travaux de Grigory Grabovoï, qui est considéré comme le messie par certains russes. C'est un physicien russe qui a des prix très importants et dont j'ai reçu son enseignement également. Et donc, chez Grigory Grabovoï, on va parler de l'informationnel. Et donc, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'énergie, nous aurions quelque chose qui serait l'information à l'intérieur. Okay, et donc, quand on regarde cette théorie et qu'on va l'explorer sur des couches macro, eh bien, on y voit des applications très, très intéressantes et très bluffantes. J'en donne un exemple qui est le sujet du jeûne avec le lien avec le prana, donc l'énergie dans l'hindouisme. Il y a deux façons de consommer en fait de la nourriture pour faire vivre son corps, ses cellules, etc. Soit on le fait de façon normative et je dirais dans la matière uniquement, et de façon un peu bestiale, un peu primaire. Donc, c'est-à-dire que c'est ce que tout le monde fait. Je veux manger par exemple une banane, j'ouvre la banane, je la mange. Il y a déjà à peu près un tiers de l'énergie contenue par l'aliment qui va être utilisée pour le processus de digestion. Déjà, il y a déjà un tiers de grillé pour rien. Les deux tiers ensuite vont être filtrés, nettoyés et au bout du bout, transformés en information par le corps qui est une machine extraordinaire aux bonnes cellules, au bon endroit. Tout ça, ça prend du temps et ça prend des heures et ça demande de l'énergie. Okay, il y a une autre voie qui est de considérer que plutôt que de faire tout ce processus qui est quand même relativement fatigant, c'est de faire l'inverse et d'aller directement à la source. Et donc, la voie pour y arriver, c'est la voie de la méditation, la voie méditative. Donc, je vais faire une méditation et je vais me connecter dans l'infiniment petit à l'infiniment grand. Ce que Nassim Haramein a fait à travers ses recherches scientifiques en essayant de mesurer le volume d'un proton et la superficie d'un proton, il s'est rendu compte que quelque part on arrive sur une aberration mathématique où il y a autant d'énergie, il y a autant de Planck, il y a autant d'énergie dans le moindre petit proton qui compose tout, les êtres humains comme la table, la bouteille, l'ordinateur, etc. Tout est fait de protons et de neutrons, etc. De particules élémentaires subatomique. Et il y a autant d'énergie là-dedans que dans le plus proche trou noir de notre galaxie, qui s'appelle Cygnus 1, qui regorge d'énergie. Donc, on aurait une énergie incommensurable dans chaque toute petite particule qui compose toute chose. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Donc, si tu as conscience de ça, tu médites, tu vas chercher à l'intérieur de toi, et en conscience, tu te demandes à ce que ton corps soit nourri. Bon. Et c'est le processus du prana. En fait, on va aller chercher le prana et on va nourrir les cellules, et
On va juste faire une demande et l'énergie va agir. Okay. La respiration. Alors, par la respiration dans le corps, l'intention, la respiration, et puis ce processus méditatif. Voilà. Il y a en fait un prêtre hindouiste, je ne sais plus comment on les nomme, qui est décédé il y a quelques années, qui a vécu plus de 70 ans sans boire ni manger, à tel point que le gouvernement indien a demandé à ce qu'une équipe de 20 scientifiques l'observe nuit et jour pendant 2 semaines. Donc, il a été comme un monstre en cage enfermé et filmé 24 heures sur 24. Il y a un des scientifiques qui a dit « c'est impossible. Comment un être humain peut ni faire pipi, ni faire caca, déjà, et surtout ne boire aucune goutte d'eau. Comment c'est possible, en fait ?» Ça, c'est une illustration. C'est une illustration de l'abondance, de l'expérience de l'abondance sur le plan énergétique et sur le plan métaphysique. Je finirai en parlant de l'akasha. Je parlais de l'akasha. Quand on parle des mémoires akashiques, c'est symboliquement, en fait, de façon allégorique, on imagine une grande bibliothèque où seraient inscrits tous les savoirs en tout temps, du passé, du présent, du futur, de tous les passés, de tous les futurs, de toutes les dimensions. Et donc, on pourrait accéder à toute vérité intemporelle, universelle, etc. Quand on fait une lecture akashique, on fait l'expérience de l'abondance informationnelle. Et donc, je pense que pour réussir en fait à faire cette expérience de questionner en fait l'univers pour avoir des réponses par rapport à sa modeste vie incarnée à ce moment-là. L'univers qui vit en nous. L'univers qui vit en nous, effectivement. Et ben, je pense qu'en prérequis, il faut intégrer le fait qu'il n'y a jamais eu de début, il n'y aura jamais de fin, quelque chose qui est difficile à comprendre pour le mental, et qu'en fait, on est ça, en fait. Et on a toujours été ça, et on sera toujours ça, malgré le grand cinéma de la matière. Quels seront les freins à cette abondance, selon toi? Alors, le cocktail perdant pour être sûr de foirer un projet d'abondance financière. Tout ce que vous pouvez écouter et oublier. C'est ça. Alors, avant ça, je voulais juste partager quelques petites anecdotes sur des croyances limitantes que j'ai glanées ici et là, que j'ai plutôt identifiées, collectées chez mes clients. Et qui ont souvent un caractère assez universel. On ne peut pas tout avoir dans la vie. L'argent, ça ne pousse pas dans les arbres. Je n'ai pas envie d'avoir les mains sales à gagner trop d'argent. À quoi bon s'enrichir si tout part aux impôts? Je risque de me faire voler. Il faut être intelligent pour devenir riche. Je n'ai aucun diplôme, alors comment espérer avoir des revenus importants? Je travaille pour gagner de l'argent, payer mes factures et partir en vacances. Il faut que je gagne de l'argent pour transmettre un héritage à mes enfants. Je n'aime pas me vendre. Ça tombe bien parce que personne ne vous le demande en général. Pourquoi confondre soi et son expertise? Donc voilà quelques partages. Et donc, sur les 7 contre-clés, je dirais, pour être sûr de foirer en fait, un projet d'abondance financière. Alors, avoir des croyances limitantes par rapport à l'argent, ne pas vouloir investir pour soi ou son projet. Donc, il y a des personnes qui ont envie d'abondance, mais qui ne veulent pas se donner les moyens. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se donner du temps ou donner de l'énergie ou mettre de l'argent. Donc, ils veulent avoir le beurre et l'argent du beurre, mais sans investir un seul centime, une seule minute. Ne pas savoir gérer un budget. Ça, c'est vrai que je pense que c'est important, puisque du coup, on parle d'abondance financière, on parle de matière. Donc, il faut un petit peu apporter un petit peu de compétences pour savoir gérer un budget. Il y a des gens qui savent très bien faire ça. Il y a des gens qui ne sont pas du tout à l'aise avec ça. Se conforter dans une richesse acquise sans effort. Rechercher en priorité l'enrichissement personnel dans toute initiative. Ne pas partager ses richesses. Oublier d'être en voulant posséder encore et encore. Voilà un petit cocktail qui, à mon avis, crée ce dispositif d'auto-sabotage. Je viens de publier ce livre qui s'appelle Multipotentialité, comment connaître le succès, qui est destiné aux entrepreneurs en général et aux multipreneurs en particulier. Et donc, c'est le premier d'une collection de 4 tomes. Ce premier tome est sur le sujet de l'énergie de la Terre.
Donc, il y a 5 clés de succès dans l'argent. Et donc, ce que je partage est un extrait du livre. Il y a aussi la détermination, la confiance en soi, l'organisation du temps, on en a parlé, et la stratégie. Donc, ce sont des clés très en lien avec l'énergie Terre. Et chaque tome, il va avoir des énergies différentes. Donc, en février, on sera sur le tome feu, l'orange, donc avec 5 nouvelles clés et 10 nouveaux témoignages d'entrepreneurs multipotentiels. En mars, on sera sur l'énergie eau, sur la fluidité. Et puis en avril, on sera sur l'énergie air, voilà. Plus sur la spiritualité notamment. Et donc chaque ouvrage présente 5 clés de succès et 10 témoignages. Et donc c'est l'aboutissement de 30 mois d'écriture et de rencontres. Et ouf, ça y est, on y est. Et donc, je vous donne rendez-vous d'ailleurs le 10 janvier à la Mazzini, à Rosé, près de Nantes, pour une conférence sur l'ensemble des clés de succès. Et ce sera l'occasion de dédicacer. Vous pourrez acheter sur place. Eh bien, on souhaite plein de succès à ces 4 ouvrages. Merci. Donc, créer l'abondance en mode projet. Il m'arrive d'être, au niveau professionnel, chef de projet. Et j'aime bien faire ça. Et je pense qu'il faut être dans cette dynamique de projet et de le construire avec des étapes. Donc, pour donner du sens à l'abondance, je vous invite à définir un projet qui vous met en joie, qui vous fait vibrer. Et s'il nécessite de l'argent, beaucoup d'argent parfois, eh bien, il faut se rappeler qu'il faut toujours se reconnecter à cette énergie de joie, à cette énergie qui nous fait vibrer. Donc, la première étape, c'est de préciser le montant de l'objectif financier. Pour réaliser ce projet, j'ai besoin de 50 000 euros, ou j'ai besoin de 20 millions d'euros, ou j'ai besoin de 35 euros. Peu importe la somme. En fait, ce qui est génial, c'est qu'avec le processus, avec la loi de l'attraction, c'est que, et je l'ai pu le constater, c'est qu'on peut rajouter autant de zéros qu'on veut derrière. C'est exactement, ça fonctionne de la même façon. C'est même au niveau business, moi j'ai pu constater que ce n'est pas plus difficile de vendre un contrat à 10 000 euros que de vendre un contrat à 100 euros. C'est juste le discours, la cible qui change. La mécanique change, la mécanique est la même, mais les ingrédients peuvent varier. Mais finalement, la mécanique est la même. Donc, préciser le montant de l'objectif. Et donc, je dis, si vous espérez connaître la richesse monétaire, alors commencez à mesurer ce dont vous avez besoin, voir ce que vous désirez. Donc, fixer une somme précise, un but, et surtout, sans s'auto-censurer. Très souvent, on se limite. Très souvent, on se limite parce qu'on n'y croit pas. Et donc, si on n'y croit pas, on n'a pas foi et le projet ne va pas fonctionner. Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Pour moi, la notion d'utiliser la gratitude de ce que j'ai déjà dans le futur, j'adore cette phrase. Et pour moi, ce que j'appelle la foi aussi. Si vous avez besoin d'une somme, voilà, vous l'écrivez. Et c'est important de l'écrire et de l'ancrer dans tous les sens du terme. L'ancrer l'ancrer E, EN et AN. L'ancrer pour qu'il soit déjà connecté dans la matrice et puis l'ancrer aussi symboliquement. La deuxième étape, c'est de préciser la date à laquelle je règle cette somme. Voilà. Et l'intégralité de la somme. Voilà. Et là aussi, on pourrait se dire… Dans 5 ans, ça faut reprendre la métaphore. Voilà. On pourrait se dire, plus la somme est grande, plus la date est lointaine. Le mental va dire ça. Et ce qui est amusant, c'est qu'on pourrait jouer et dire, j'ai une somme extrêmement élevée, mais je vais poser une date, je la veux dans 2 semaines. Et là, on joue. Et effectivement, plus on est ambitieux, plus on est gourmand, et plus on met une date courte, dans les faits, plus les probabilités d'échouer sont fortes. C'est une réalité. Et en même temps, je pense qu'il ne faut rien s'interdire et il faut l'expérimenter parce que qu'est-ce qu'on a à perdre en fait? Et jouer, c'est ça, je pense que la notion de jeu aussi. Ouais. Troisième étape, préciser le volume d'heures que vous êtes prêt à allouer au projet et à l'atteinte de cet objectif financier. Voilà. Est-ce que je vais consacrer une demi-journée par semaine à ce projet? Est-ce que je vais consacrer 1 heure par semaine? Est-ce que je vais consacrer 20 heures par semaine?
Quatrième étape, préciser les compétences et les talents que vous allez devoir déployer, mobiliser pour réussir ce projet. Voilà. Quelles sont mes compétences, quels sont mes talents? Ce n'est pas le sujet, donc j'ai des vidéos là-dessus, mais allez voir ma chaîne YouTube sur le sujet talent-compétences. Voilà, vraiment d'aller explorer les compétences et les talents. Cinquième étape, définir un plan d'action synthétique de 10 actions clés pour cheminer vers le succès du projet. C'est-à-dire choisir en conscience 10 actions qui vraisemblablement vont me permettre, 10 actions que je vais réaliser, qui vont me permettre d'atteindre cet objectif financier et de réaliser mon projet. La sixième étape, c'est de préciser les acteurs qui devront entrer en jeu pour réussir le projet et atteindre l'objectif financier. Donc, qui sont ces personnes, quel va être leur rôle, à quel moment vont-ils intervenir, quelle est leur identité. Et donc là, on peut jouer aussi, c'est-à-dire est-ce que c'est des personnes que je connais, est-ce que c'est des personnes que je ne connais pas. Si je peux être vraiment dans quelque chose de très pragmatique, je vais activer mon réseau, je vais être un ancien client, intelligent, etc. Mais ça peut être aussi, je ressens, j'intuite qu'à un moment donné, je vois ce qui arrive. On me dit que je ressens qu'une femme plutôt blonde qui vit en Espagne va m'aider dans ce projet. Pourquoi, comment, je ne sais pas, je vais canaliser. Eh ben, on l'intègre. Okay. Donc, faire fonctionner l'intuition. Oui, autant que le mental. Et laisser s'exprimer justement tout cet invisible. Oui. La septième étape, c'est de préciser, et c'est la dernière étape, c'est de préciser aujourd'hui, au moment où on déploie cette méthode, définir aujourd'hui les 10 premiers petits pas que je vais réaliser afin de déployer mon plan d'action. Et les 10 premiers petits pas que je vais faire assez rapidement. Et là aussi, il faut poser les dates. Les 10 premiers petits pas, je vais les faire dans les 5 jours qui viennent, dans les 10 jours qui viennent. C'est une méthode. On est d'accord. Il n'y a pas de miracle, et en même temps, s'il y a des miracles, il faudra plus qu'une méthode pour réussir. Et je pense qu'effectivement, on revient sur la gratitude de ce qui est dans le futur. On revient sur le sujet de la foi. Parce que si on n'est que dans le mental, tout ça, c'est très mental, c'est très rationnel. Mais il faut que ce soit habité et incarné. La foi, je pense qu'il y a aussi la notion de reproduction. Donc déjà, réussir à matérialiser penser nos projets, on peut aussi donc effectivement demander à recevoir $1 million pour dans hier, mais s'entraîner aussi avec des petites concrétisations, c'est important. Donc là, on peut le retrouver dans ce gros projet en le divisant en petites étapes, comme tu l'as évoqué. D'ailleurs, on dit comment mange-t-on un éléphant en le découpant en petits morceaux. Et donc, il y a la notion de reproduction, d'entraînement, d'entraîner le cerveau, d'entraîner cette foi, cette croyance. Peut-être aussi le fait de regarder en arrière ce qu'on a déjà réussi à accomplir et à côté duquel on est passé. Donc, tous nos petits projets, ça peut être quand je n'étais pas bien dans mon logement et que je cherchais un appartement, en fait, j'ai commencé à visualiser et j'ai attiré à moi absolument l'environnement de mes rêves. Donc ça, c'est la concrétisation d'un projet. Et puis finalement, j'avais peut-être peur à ce moment-là de manquer d'argent et je me rends compte que ça fait 3 ans que j'y vis. Il y a eu des hauts et des bas, mais finalement, j'y suis encore et que ça, c'est acquis. Et donc, effectivement, la notion de foi. Et j'aurais envie d'ajouter aussi la notion de sens. En quoi ça fait sens pour moi? Et dans ce projet-là, quelle va être ma contribution à la communauté? Comment ce projet qui sert mon petit moi, être humain, va finalement servir d'autres? En quoi je vais embarquer d'autres êtres avec moi dans l'aventure pour les faire croître, peut-être pour leur transmettre aussi mes richesses, mes connaissances, là où eux n'ont peut-être pas cette vision-là, ces connaissances, les lois universelles. Donc, en quoi ce projet va finalement être un prétexte pour partager encore davantage avec le monde et contribuer aussi à l'éveil des consciences. En tout cas, c'est comme ça que j'envisage. Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment une petite option à part. Mais en tout cas, et dans mes clés aussi, dans les clés que j'aimerais partager, au moins une,
c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément apporté. Et je l'ai profondément vécu dans l'écriture de Sauvage, c'est-à-dire avoir à la fois un objectif, mais quand je suis dans ma création de ce projet, l'écriture d'un livre, une chanson, une danse, la création d'un grand projet de lieu de recherche, enfin voilà, chacun dans ce qu'il appelle, c'est à la fois d'avoir cette vision grande et large, ces besoins détaillés, mais d'être vraiment toujours dans l'instant présent pour focaliser toute notre énergie dans la création en elle-même. Donc, quand je suis dans l'écriture d'un livre, je ne suis pas en train de m'inquiéter de comment il va être diffusé, de combien ça va coûter. Peut-être j'aurais fait au début la recherche ou poser le projet. En l'occurrence, moi, je ne l'avais pas forcément fait, mais j'étais à 100% connectée dans la production de ma création pour que cette création, elle vive en fait pleinement cette énergie et qu'elle soit dense en fait, dense et riche. Concentration, la concentration pourrait créer l'abondance. Et peut-être qu'on peut accueillir tranquillement Géraldine. Oui, donc moi je suis Géraldine, je suis chanteuse et auteure-compositeur. Et donc on se connaît avec Marie-Laure à travers la chanson en fait. Enfin, c'est pas tout à fait la chanson qui nous a reliés. Oui, il y a autre chose. Oui, en fait, c'est une maison en fait qui nous a reliés. Exactement. Ben oui, alors en tout cas voilà, notre rencontre a démarré voilà en région nantaise comme ça. Et puis je pense qu'on s'est suivis voilà plus ou moins via nos activités, via les réseaux, via pas mal de choses. Et puis bah oui, on peut dire qu'on s'est rapprochés ces derniers temps là, ces derniers mois. Donc moi j'ai entamé depuis quelques mois un projet de cœur qui est la réalisation de mon premier album. Je ne suis pas toute jeune, mais c'est quand même mon premier album solo, voilà. Et donc, je t'ai conviée à participer au cœur de cet album qui, quand vous parliez là de projet, c'est vrai que en effet, c'est un projet très, très abondant pour moi. Et j'en fais le constat depuis qu'il est en chemin. C'est vrai que c'est très connecté à la joie pour ma part. Et c'est vrai que c'est un mot... à un moment donné, je me suis dit, ah là là, j'aimerais bien qu'ils en parlent de la joie. Et tu l'as dit à un moment donné, Marie-Laure, et c'est vrai que la joie, pour moi, elle est très connectée à l'abondance, que ce soit évidemment après, mais aussi avant, quoi, en fait. C'est-à-dire la joie induit l'abondance et parce qu'elle est aussi là dans le processus pour moi. Mais aussi la prise de risque, voilà. Je trouve que l'abondance, on a peut-être le sentiment que ça peut arriver comme ça, en étant joyeux ou je ne sais quoi. Mais la prise de risque, c'est ça aussi qui fait que je trouve, enfin en tout cas pour moi, pour ma part, qui m'a permis de débloquer des choses et donc forcément d'oser sauter. Et puis le parachute s'est ouvert, quoi. Mais il a fallu quand même que je saute. C'est ça. Donc ce soir, tu as répondu à l'invitation. J'en suis vraiment très heureuse pour nous partager. Alors, je pense que c'est peut-être la première fois que tu vas faire un des titres de ton album en public, si je ne m'abuse. Donc, pour ceux qui voudront le découvrir, découvrir cette énergie qui est dans ton album, qui est magnifique parce que c'est un projet donc exclusivement féminin. Tu te rallies vraiment ces derniers temps à cette énergie du féminin sacré, de cette puissance de la femme. Donc, tous tes collaborateurs sont des femmes. C'est un disque, je précise quand même parce que ça peut avoir tendance, on pourrait avoir tendance à croire que les hommes sont exclus, mais pas du tout. Ils sont extrêmement présents
dans le soutien, dans voilà, l'apport qu'ils ont pu avoir. Beaucoup d'hommes ont contribué, mais artistiquement, c'est un projet qui vraiment est conçu qu'avec des femmes, quoi. Voilà. Les hommes sont là. Oui, c'est bien de le préciser. Et là, l'intention, c'est de rallier cette sororité, mais sans forcément exclure l'autre partie. Il s'en va, mais pourquoi s'en va? Et donc, pour ceux qui voudraient, après t'avoir entendu et être peut-être tombé sous le charme de ta voix, en savoir plus sur ton album, j'avais eu la joie de réaliser un petit reportage en immersion de ce temps que j'avais passé avec toi et avec nos sœurs artistes pour cet enregistrement. Donc, je vous transmettrai les liens. Est-ce que tu es prête pour nous? Eh bien, je vais prendre la guitare. Cadeau d'abondance musicale. Bah, du coup, j'ai choisi une chanson en fait qui est très en lien avec l'abondance finalement. Vous m'avez donné, voilà, tout de suite j'ai dit bah oui, ce sera celle-là. Donc Marie-Laure, tu la connais même pas en fait, hein, parce que. Ah, c'est magnifique, merci. Dans mon petit cœur, si grand, il y a de la place pour tout autant de gens si différents. Dans mon petit cœur, si grand, il y a tout autant de place pour des gens si grands. Dans mon petit cœur, si grand, il y a tout autant de place pour des gens. Dans mon petit cœur, si grand, il y a tout autant de place pour des amants. Dans mon petit cœur, si grand, il y a de la place pour tout autant de gens si différents. Dans mon petit cœur, si grand, il y a tout autant de place pour des gens si grands, si grands, il y a tout autant de place dans mon petit cœur. Il y a de la place pour tout autant de gens et pour les amants. Pour les amants. Si long, tout autant, si long, tout autant, si long. Et voilà. C'était magnifique, merci pour ce moment de poésie. Et je me retenais de chanter, hein, mais je disais non, mais ça donne envie. Ça donne envie. Pour terminer, et puisqu'on évoquait la sérénité tout à l'heure, et avant de nous quitter, j'aimerais vous présenter l'invité de la prochaine émission. J'aurai la joie d'accueillir Reynald Deby. Reynald Deby, c'est
avant tout un ami. C'est aussi un coach, mais je vais le laisser se présenter. Il n'est pas là en présence, mais il a quand même pensé à nous ce soir. Et pour ceux qui ont lu le livre Sauvage, c'est l'ami qui m'a interviewée après la nuit d'agression sexuelle que j'avais vécue. Donc, c'est un moment très fort qu'on a partagé à ce moment-là et je suis vraiment contente de l'accueillir. Le thème de cette émission sera la sérénité et il est vraiment expert en la matière. Bonjour à tous qui respirent. Je m'appelle Renalbi. Retrouvez-moi le mardi 25 janvier 2022 dans l'émission de Marie-Laure. Je suis Sérénité Sauvage, l'émission. On va parler sérénité ensemble. Je suis accompagnant de transformation sereine, conférencier et podcasteur. Ce sera un plaisir pour moi de t'accompagner en ce début d'année 2022 et qu'elle soit placée sous le signe de la sérénité. J'ai plein de choses à te dire et à te raconter. On s'y retrouve donc le 25 janvier prochain dans Je suis Sérénité Sauvage, l'émission avec Marie-Laure. À très bientôt. Véritable homme de radio. Ah, il est magnifique. Il a beaucoup de talent. Et notamment, j'avais vu une de ses vidéos à une période très difficile de ma vie, là où j'étais en réflexion sur mon couple. Et vraiment, j'étais tombée sur une de ses vidéos et ça m'avait redonné vraiment une positivité que j'avais du mal à retrouver seule. Et voilà, et puis après, j'étais entrée en contact avec lui et ça fait partie de l'abondance des magnifiques relations que j'ai la chance d'avoir dans cette belle existence. Merci beaucoup Géraldine, on mettra les liens. Est-ce que tu peux juste nous dire comment te retrouver sur Facebook pour ceux qui auraient d'aller voir? Alors sur Facebook c'est G en fait, puisque c'est le projet, c'est G, la lettre G. Et puis voilà, il n'y a que ça pour l'instant. Un site internet viendra peut-être en son temps. Et puis le court-métrage en effet de Marie-Laure qui est formidable et qui montre bien vraiment l'abondance de ce moment et de ce projet. Et voilà, n'hésitez pas à aller le voir parce que vraiment il est formidable. Merci beaucoup Frédéric d'être venu nous voir. Donc on rappelle ton livre et ta séance de dédicace et ta conférence le 12 janvier. J'espère que tu as passé une belle émission. Oui, j'ai passé une belle émission avec toi et puis les participants, avec nous. Je te remercie pour cette invitation. C'était l'occasion encore de partager notre expérience événementielle avec un public et puis de encore continuer à se connaître et à partager et puis à vivre notre complicité et à partager. Donc, et merci à vous qui avez regardé également ce replay. Que la lumière soit